Je m'appelle Emma, j'ai 32 ans, et le jour de mon mariage, ma propre mère m'a qualifiée de mariée de substitution dans son discours devant une salle remplie de nos amis et de notre famille. Elle se tenait là, rayonnante sous les lumières de la salle de réception que j'avais payée, et a sincèrement suggéré que mon mari, Liam, se mariait en dessous de sa condition, que je n'étais qu'une commodité temporaire jusqu'à ce que quelqu'un de mieux se présente. Elle était loin de se douter que la personne meilleure qu'elle imaginait n'aurait pas pu se permettre la robe de créateur que ma mère portait. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment, ni de qui finançait toute sa vie, et elle n'avait certainement aucune idée de ce que Liam s'apprêtait à faire. Et maintenant, s'il vous plaît, mettez la vidéo en pause et abonnez-vous à notre chaîne. Pour pouvoir continuer à faire des vidéos comme celle-ci, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus vite possible. Merci. Toute ma vie a été une masterclass sur l'art d'être ignoré, une longue et silencieuse étude sur l'art d'être le personnage de second plan dans le récit de ma propre famille. Cela a commencé, comme c'est souvent le cas, par une simple comparaison qui est devenue une vérité familiale fondamentale. J'ai une sœur aînée, Chloé. Pour ma mère, Chloé était le soleil, et j'étais une planète lointaine et quelconque qui gravitait autour d'elle. Chloé était extravertie, charismatique, et suivait un parcours de vie dont ma mère pouvait se vanter lors de ses réunions hebdomadaires au club de bridge. Elle allait devenir avocate. Une avocate? Le mot lui-même était comme un symbole de statut que ma mère pouvait arborer. Chaque conversation, chaque réunion de famille était une occasion de lustrer ce trophée. Chloé vient de réussir brillamment ses LSAT, annonçait-elle à qui voulait l'entendre. Chloé passe l'été dans un cabinet prestigieux. Les professeurs de Chloé pensent qu'elle est l'esprit le plus brillant qu'ils aient vu depuis des années. Pendant ce temps, j'étais la discrète. Mes passions n'étaient ni bruyantes, ni faciles à digérer pour son cercle social. J'adorais les ordinateurs. J'adorais la logique propre et irréfutable du code. À la fin des années 90, pendant que Chloé mémorisait des arguments de débat, j'apprenais en autodidacte des langages de programmation dans de gros livres épais que je commandais avec mon argent de poche. Mes parents voyaient cela comme un passe-temps excentrique et antisocial. « Elle est toujours sur cet ordinateur », disait ma mère en soupirant, avec une note de profonde déception dans la voix. Je crains juste qu'elle ne développe jamais aucune compétence sociale. L'ironie, c'est que je me connectais à une communauté mondiale en ligne. Je construisais des choses, je résolvais des problèmes, je créais des mondes numériques complexes. Quand j'ai gagné ma première compétition de programmation au niveau de l'État au lycée, je suis rentrée à la maison en serrant un petit trophée et un chèque de 500 $. Je me souviens l'avoir montré à ma mère, le cœur battant à tout rompre, avec un besoin désespéré d'une parcelle de son approbation. Elle y a jeté un coup d'œil, ses yeux enregistrant à peine l'exploit. « Oh, c'est bien, ma chérie », a-t-elle dit, avant de se tourner vers mon père. « Tu as entendu? Chloé vient d'être élue présidente de l'Association des futurs étudiants en droit. C'est une meneuse née. Les 500 $ et le trophée me semblaient être de la poussière dans mes mains. C'était la première fois que je réalisais que mes réussites, aussi importantes soient-elles pour moi, seraient toujours comparées à celles de Chloé et jugée insuffisante, simplement parce qu'elle ne correspondait pas à la définition du succès de ma mère. Mon père, le complice classique, me tapotait juste l'épaule et me chuchotait. « Ne fais pas attention à ta mère, Em. Tu sais comment elle est. Contente-toi de maintenir la paix. » Maintenir la paix est devenu le travail de ma vie contre mon gré, une tâche silencieuse et ingrate qui exigeait que je me fasse toute petite pour que l'ombre de Chloé puisse paraître plus grande. J'ai appris à ne plus partager mes victoires, parce que la réaction tiède était plus douloureuse que l'absence de réaction. Quand le moment d'aller à l'université est arrivé, la disparité est devenue une réalité financière. Mes parents avaient économisé, mais il était clair que la majeure partie de leurs ressources, tant financières qu'émotionnelles, était réservée au prestigieux et incroyablement coûteux parcours de Chloé en faculté de droit. J'ai été acceptée dans l'un des meilleurs programmes d'informatique du pays, mais quand je l'ai annoncé à mes parents, la réaction a été modérée. « L'informatique ?» avait demandé ma mère, en plissant le nez comme si j'avais dit que ma spécialité était le ramassage des ordures. « Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire avec ça? Travailler dans un petit bureau sombre quelque part ?» Ils m'ont donné ce qu'ils pouvaient, mais je savais que j'étais en grande partie livrée à moi-même. J'ai contracté des prêts, j'ai cumulé 2 emplois à temps partiel, et j'ai vécu de nouilles instantanées et de pure détermination. C'est à cette époque, dans une bibliothèque universitaire bondée et entourée de manuels, que j'ai rencontré Liam. Il était étudiant en commerce, vif et ambitieux, mais avec une gentillesse qui me donnait l'impression de rentrer à la maison. Il a été la première personne, en dehors de mes forums en ligne, à voir mon stupide passe-temps informatique pour ce qu'il était, un super pouvoir.
Je travaillais sur un algorithme complexe, et il me regardait, non pas avec l'ennui vitreux de ma famille, mais avec une fascination sincère. « Tu ne fais pas que taper, Emma », m'a-t-il dit un soir. « Tu construis quelque chose à partir de rien. Tu es une architecte. » Sa validation a été un baume sur une blessure que je ne savais même pas encore si à vif. Nous avons commencé à sortir ensemble, et il est devenu mon plus grand supporter. Pendant que je construisais les squelettes techniques de nos idées, il cherchait comment leur donner un corps, comment transformer mon code en une entreprise viable. Nos projets de chambre d'étudiants sont devenus de plus en plus sophistiqués. Les appels à la maison pendant ces années étaient un exercice de contraste douloureux. J'écoutais ma mère s'extasier pendant 20 minutes sur le dernier stage de Chloé, ou sur un cours particulièrement éprouvant qu'elle était en train de maîtriser. Quand elle finissait par me demander de mes nouvelles, c'était toujours la même question, empreinte de la même vieille anxiété. « Alors, tu rencontres des garçons bien ? Peut être un futur médecin ou un étudiant en commerce ?» J'ai un jour fait l'erreur de lui dire que je sortais avec un étudiant en commerce. « Oh, merveilleux !» s'était-elle exclamée. « Que fait son père ?» Je ne lui ai plus jamais parlé de Liam jusqu'à ce que notre relation devienne sérieuse. Il était mon secret, mon monde, un endroit où j'étais vue et célébrée. Nous deux, nous construisions un empire dans notre minuscule appartement, alimenté par du café bon marché et un rêve commun, et ma famille pensait juste que j'obtenais un diplôme pour savoir comment réparer leur imprimante. Notre percée a eu lieu 2 ans après l'obtention de notre diplôme. Nous avions fondé notre entreprise, une minuscule start-up que nous avions appelée Nexus Forge. Nous avons investi jusqu'au dernier centime que nous avions, et beaucoup que nous n'avions pas, dans notre premier grand projet. Un jeu mobile avec une plateforme d'intégration sociale révolutionnaire. Pendant 1 an, nous avons vécu et respiré Nexus Forge. Nous avons codé, nous avons présenté nos idées, nous avons été rejetés et nous avons peaufiné. Liam était un génie du réseautage et de la stratégie, et j'étais l'architecte, construisant le monde numérique complexe qui captiverait des millions de personnes. Le jour du lancement, nous étions terrifiés. Nous avons vu le nombre d'utilisateurs arriver au compte-gouttes, 10, 100, 1000. Puis, un influenceur populaire l'a découvert. À la fin de la semaine, nous avions 100 000 téléchargements. À la fin du mois, nous en avions 5 millions. L'argent a commencé à rentrer, plus que je n'en avais jamais vu de ma vie. 1 an plus tard, un géant de la technologie a acquis une participation minoritaire dans Nexus Forge pour une somme qui m'a donné le vertige. Liam et moi étions, sur le papier et en réalité, extraordinairement riches. Et je n'ai rien dit à ma famille. Il ne s'agissait pas d'être trompeuse, c'était de l'autoprotection. Je savais, avec une certitude absolue, que si ma mère connaissait l'étendue de mon succès, ce ne serait pas une source de fierté pour elle. Il deviendrait une ressource à exploiter, un nouvel étalon pour son statut et une arme à utiliser. Mon succès n'était pas du genre qu'elle pouvait comprendre ou dont elle pouvait se vanter de la manière qu'elle souhaitait. Alors, je leur ai juste dit que j'avais un bon poste de gestion dans une entreprise de technologie. Ils m'imaginaient dans un bureau cloisonné, heureux pour moi à leur manière limitée. C'est alors que j'ai commencé à leur transférer de l'argent de manière anonyme. J'ai engagé un avocat pour créer une fiducie qui rembourserait leur hypothèque, en expliquant que c'était un legs d'une grand-tante éloignée qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Mon père, qui gérait leur modeste portefeuille de retraite, s'est soudainement retrouvé avec une chance incroyable dans ses choix d'actions, sans se rendre compte que je faisais des dépôts mensuels sur son compte de courtage. Le style de vie de ma mère est devenu plus somptueux. Elle achetait des sacs de créateurs et partait en week-end au spa, attribuant tout cela au génie financier nouvellement découvert de mon père. C'était l'arrangement parfait. Je pouvais prendre soin d'eux à distance, et j'étais épargnée de la nature transactionnelle que mon véritable succès aurait apporté à notre relation. J'étais leur bienfaitrice secrète, et ils étaient dans une ignorance béate et arrogante. Le contraste entre ma réalité discrète et la perception qu'en avait ma famille n'a jamais été plus frappant que lors des réunions de famille. Chloé, diplômée de la faculté de droit, avait décroché un poste dans un petit cabinet en difficulté. Elle portait son titre d'avocate comme un bouclier, mais Liam et moi savions par nos propres conseillers financiers qu'elle était noyée sous les dettes étudiantes et gagnait une fraction de ce qu'elle projetait. Pourtant, au dîner de Noël, elle tenait le beau rôle. « Les associés de mon cabinet disent que j'ai un véritable instinct de tueuse », annonça-t-elle, en prenant une grande gorgée de vin d'une bouteille que j'avais achetée. « Je serai associée dans 5 ans, au maximum. C'est une trajectoire à 7 chiffres, facile. » Puis elle s'est tournée vers moi, un sourire suffisant aux lèvres. « Comment ça va ? Les trucs d'ordi, M. »
toujours à cliquer dans ta grotte de nerd. Ma mère lui sourit d'un air radieux. Oh, Chloé, nous sommes si fiers de ton ambition. Tu as toujours visé les étoiles. Puis, ma mère m'a regardée, son expression s'adoucissant en une expression de pitié. Emma, tu devrais vraiment essayer d'être plus comme ta sœur. C'est important pour une femme d'avoir de l'ambition. J'ai simplement affiché mon sourire paisible et non menaçant. De l'autre côté de la table, Liam a croisé mon regard. Son regard était un mélange de fureur pour moi et d'amusement pur et simple face à l'ironie dramatique de la situation. Voilà Chloé, se vantant d'un avenir hypothétique à 7 chiffres, porté au nu par une mère portant un pull en cachemire à 4 000 $, toutes deux financées à leur insu par la NER dans sa grotte, qui venait de conclure discrètement un accord à 8 chiffres cette semaine-là. Je payais la nourriture même qu'ils mangeaient dans la maison que je possédais, tout en me faisant sermonner sur mon manque d'ambition. La situation était si absurde qu'elle en était presque drôle. C'était mon armure secrète. Ils ne pouvaient pas me blesser avec leur condescendance, parce que je connaissais la vérité. Leur vision de moi était si ridiculement, si grotesquement fausse, qu'elle avait cessé d'avoir un quelconque pouvoir réel sur mon estime de moi. C'était juste du bruit. Mais je savais qu'un jour de jugement viendrait. Je ne savais tout simplement pas que ce serait à mon propre mariage. Quand Liam m'a demandé en mariage, c'était sur une plage tranquille au coucher du soleil, juste nous deux. C'était parfait. Cependant, à l'instant où je l'ai annoncé à ma mère, le cirque a commencé. Sa première réaction n'a pas été de la joie pour moi, mais une sorte de surprise soulagée. Liam. « Oh Emma, tu as tellement de chance. Comment as-tu réussi à le décrocher ?» C'était comme si moi, une humble créature de la boue, avait réussi à piéger un dieu doré. À partir de ce moment, le mariage est devenu son projet. C'était son occasion de mettre en scène une grande production qui reflèterait son propre statut perçu. Elle a insisté pour une salle de réception bien au-delà de ce qu'elle pensait que je pouvais me permettre, un domaine historique avec des jardins manucurés et une salle de bal dégoulinant de lustres en cristal. « Nous devons sauver les apparences, Emma, disait-elle, balayant d'un revers de main toutes mes suggestions pour quelque chose de plus petit ou de plus intime. La famille de Liam est très en vue. On ne peut pas avoir l'air de pauvre. Elle n'a jamais demandé une seule fois comment nous payons pour tout ça. Dans son esprit, le récit était simple. Liam, l'homme d'affaires prospère, payait la totalité de la note. C'était plus simple comme ça. Liam et moi en avons discuté et avons décidé de la laisser dans son illusion. Nous paierions pour tout, jusqu'à la dernière fourchette en argent, mais nous la laisserions croire que Liam était le seul financier. C'était une décision stratégique. Cela l'empêchait de m'interroger sur mes propres finances, et c'était, pensions-nous, la voie de la moindre résistance. La préparation a été 9 mois de torture. Ma mère a mis son veto sur mon choix de robe, mes arrangements floraux et mes ajouts à la liste des invités. Chaque décision était filtrée à travers son prisme du « qu'en dira-t-on ». Elle me traitait moins comme la mariée et plus comme l'assistante maladroite et légèrement embarrassante de l'événement principal. Elle appelait constamment Liam pour le consulter sur des détails, présentant la chose comme si 2 égaux sur le plan social prenaient des décisions par-dessus ma tête. « Liam, mon chéri, j'ai trouvé un bien meilleur traiteur. Ils ont servi des têtes couronnées, tu sais. » Emma regardait un horrible petit bistrot. Liam, et c'est tout à son honneur, l'écoutait toujours patiemment, puis disait « Ça a l'air super. Je vais en parler à Emma, puisque c'est sa décision. » Ceci, bien sûr, ne faisait qu'irriter davantage ma mère. Elle voyait mes préférences discrètes comme un manque de goût et la déférence de Liam à mon égard comme une indulgence temporaire dont il se lasserait bientôt. Plus le mariage approchait, plus ses commentaires devenaient flagrants. « Tu dois t'assurer de le garder heureux, Emma. Un homme comme Liam a le choix, » me disait-elle pendant que nous essayions nos robes. C'était un poison constant, distillé goutte à goutte sur mon insuffisance, et j'en étais si fatiguée. Le matin de mon mariage, j'aurais dû être remplie de joie. Au lieu de cela, j'étais remplie d'un profond et sentiment d'effroi. Le lieu de la réception était à couper le souffle, un décor de conte de fées parfait que le succès de Nexus Forge avait acheté. Les fleurs étaient magnifiques, le quatuor à cordes jouait doucement, et les invités murmuraient leur admiration. Ma mère était dans son élément, se pavanant à travers la foule dans une robe de haute couture, acceptant les compliments comme si elle était le cerveau derrière tout cela, la productrice visionnaire. Je l'ai regardée prendre Liam à part près du grand escalier, sa main sur son bras, son expression un murmure conspirateur. J'étais trop loin pour tout entendre, mais j'ai saisi un fragment qui a flotté à travers le sol en marbre, un éclat d'obus qui s'est logé droit dans mon cœur. « Tu aurais pu trouver tellement mieux » disait-elle, sa voix suintant une fausse sympathie. « Mais elle fera l'affaire pour l'instant.
C'est une gentille fille, bien qu'un peu banale. Le visage de Liam était un masque de pierre. Il n'a rien dit, a juste doucement retiré sa main de son bras et s'est éloigné, ses yeux me cherchant. J'ai essayé de faire comme si je n'avais pas entendu, plaquant un sourire sur mon visage pour les photographes, pour mes amis, pour moi-même, mais le mal était fait. Le jour de mon mariage, ma mère ne m'avait pas seulement insultée, mais elle avait aussi plaint mon mari d'être coincé avec moi. Plus tard, dans une petite pièce tranquille avant la cérémonie, Liam m'a trouvée. Il a jeté un regard à mon visage et a su. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. Il a passé ses bras autour de moi et m'a serré alors qu'une seule larme silencieuse traçait un chemin à travers mon maquillage. Je l'ai entendu et je chuchotai. « Je sais », a-t-il dit, sa voix un grondement sourd. Il s'est reculé et m'a regardé droit dans les yeux, les siens remplis d'un feu calme et protecteur qui m'a effrayé et exalté tout à la fois. « Ne t'inquiète de rien », a-t-il dit, sa voix ferme d'une promesse. « Profite de ta journée, profite de notre journée. Je m'en occupe. » Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, pas exactement, mais j'ai vu en lui une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai choisi de lui faire confiance. J'ai choisi de laisser aller la colère et la blessure et de m'appuyer sur sa force. J'ai remonté l'allée non pas comme une victime, mais comme une femme qui était sur le point d'être vraiment, défendue. La cérémonie était magnifique, une petite île de paix dans une mer agitée. Nos vœux étaient sincères et venaient du cœur, à des lieux de la prétention et du spectacle que ma mère avait construit autour de nous. Mais la tempête est revenue à la réception. La salle de bal était éblouissante, chaque détail parfait, un témoignage de mon travail acharné et de mon succès. Les discours ont commencé. Mademoiselle d'honneur, ma meilleure amie de l'université, a fait un discours magnifique qui m'a fait pleurer de joie. Le témoin de Liam a raconté des histoires hilarantes de leur jeunesse. Et puis, ma mère s'est levée. Elle a tapoté sa flûte de champagne, un sourire triomphant sur le visage. Elle avait le public dont elle avait toujours rêvé. Elle a commencé avec grâce, remerciant la famille de Liam d'accueillir notre petite Emma dans leur merveilleuse famille. Elle a fait l'éloge de Liam, le qualifiant de brillant, de beau et de véritable bon parti. Puis, elle a tourné son attention vers moi, et le ton a changé. « Et ma fille Emma ?» a-t-elle dit, sa voix prenant une intonation condescendante. « Eh bien, elle a toujours été notre discrète, un peu casanière. Nous n'avons jamais vraiment su quoi penser d'elle. Les invités se sont agités, mal à l'aise. Je pouvais sentir des centaines de regards sur moi. « Je vais être honnête », a-t-elle continué, sa voix prenant un ton confidentiel et médisant. « Quand elle a ramené un homme comme Liam à la maison, j'ai été choquée, absolument choquée. » Elle a ri, d'un son sec et cassant. « Mais vous savez, j'ai lu que chaque grand homme a besoin d'une première femme, une épouse de substitution si vous voulez. » Un hoquet de stupeur collectif a parcouru la salle. C'était si silencieux que je pouvais entendre les glaçons teintés dans le verre de quelqu'un. Mon père fixait son petit pain comme s'il contenait les secrets de l'univers. Chloé souriait d'un air suffisant. Ma mère, ivre de champagne et de sa propre importance perçue, était complètement inconsciente de la situation. Quelqu'un pour le garder au chaud et organiser avant qu'il ne trouve sa véritable âme sœur, son égale. Et je suis tellement contente, tellement heureuse, que ma fille puisse être cela pour toi, Liam. À Emma, elle a levé son verre bien haut, en reine bienveillante accordant une bénédiction empoisonnée. Le silence dans la pièce était absolu. C'était un poids physique qui nous écrasait tous. J'ai senti le sang quitter mon visage. C'était l'aboutissement d'un millier de petites coupures, maintenant portées comme un seul coup mortel devant tous ceux que je connaissais. Avant même que je puisse digérer l'humiliation, avant que les larmes ne puissent se former, avant que mon père ne puisse s'enfoncer davantage dans sa chaise, Liam était sur ses pieds. Il se déplaçait avec une grâce et une vitesse presque prédatrices. Il s'est approché de ma mère, a pris le micro de sa main stupéfaite et lui a adressé un sourire qui ne montrait que ses dents. « Merci, Carole », dit-il, sa voix dangereusement calme et claire, amplifiée dans toute la salle silencieuse. « Merci pour ce discours vraiment unique. » Il s'est tourné vers les invités, sa main trouvant la mienne et la serrant doucement sous la table. Je pense cependant que quelques points de clarification s'imposent. Puisque vous avez abordé le sujet de qui a de la chance d'avoir qui, un rire nerveux parcourut la foule. Ma mère avait l'air confuse, comme si elle ne pouvait pas comprendre pourquoi il ne se joignait pas à la plaisanterie. « Carole, vous avez toujours loué mon sens des affaires, et je vous en remercie, » commença Liam. « Mais vous avez toujours mal compris ma plus grande décision commerciale.
Et cette décision a été d'atteler mon wagon à l'étoile de la personne la plus brillante que j'ai jamais rencontrée. Il m'a regardé droit dans les yeux, son regard rempli d'un amour si féroce qu'il m'a coupé le souffle. Ma femme, Emma. Il a de nouveau tourné son regard vers la salle. Vous me connaissez tous comme cofondateur de Nexus Forge. Il a fait une pause, laissant le nom flotter dans l'air. Nexus Forge n'était pas seulement une entreprise technologique, c'était un titan. Quiconque possédait un smartphone ou lisait la section économique des journaux connaissait ce nom. Mais vous voyez, je suis le gars du business, je suis le cofondateur. Emma, la discrète, la casanière, elle n'est pas juste une employée. Elle est la fondatrice, l'architecte technologique en chef et l'actionnaire majoritaire de toute l'entreprise valant 1,5 milliard de dollars. En substance, je travaille pour elle. Nous tous. Le silence était maintenant celui d'un choc pur. Les mâchoires tombaient littéralement. Il n'avait pas terminé. Et à propos de ce commentaire sur la femme de substitution, dit-il, sa voix baissant légèrement, devenant plus personnelle, plus dévastatrice. Liam laissa la révélation de mon rôle chez Nexus Forge s'installer un instant dans la salle stupéfaite avant de continuer, sa voix ne s'élevant jamais, ne trahissant aucune colère, seulement une clarté froide et dure. « Carole, vous avez mentionné la chance que mon beau-père, David, a eue en bourse ces derniers temps, dit-il, ses yeux trouvant mon père, qui leva la tête, surpris. Ce n'était pas de la chance, David. Depuis 3 ans, Emma dépose chaque mois une partie de ses revenus sur votre compte de courtage pour compléter votre retraite afin que vous puissiez arrêter de faire un travail que vous détestiez. Vous n'étiez pas un investisseur de génie. Vous étiez le bénéficiaire de l'amour et de la générosité de votre fille. Le visage de mon père est devenu blême. Liam tourna alors son regard vers ma mère. Et cet héritage mystérieux d'une tante perdue de vue qui a remboursé l'hypothèque de 30 ans de cette maison en une seule fois il y a 2 ans. C'était le premier versement de dividendes d'Emma. Elle a inventé la tante pour que vous n'ayez pas l'impression de lui devoir quoi que ce soit. Il fit une pause, puis fit un geste vers ma sœur. « Chloé, dit-il, et ma sœur tressaillit comme si elle avait été frappée. Les 5 000 $ que tu as empruntés à tes parents pour la caution de ton appartement l'année dernière, l'argent pour la compte de ta voiture, c'était l'argent d'Emma, transféré via le compte de ses parents. Elle subventionne ta vie pendant que tu te moques d'elle parce qu'elle clique dans sa grotte de nerd. » Chloé avait l'air d'être sur le point de vomir. Sa façade suffisante s'était complètement effondrée, remplacée par une honte affreuse et horrifiée. Puis, Liam a porté le coup de grâce, le plus personnel. Il a regardé ma mère droit dans les yeux, son regard s'ancrant dans le sien. « Et Carole, cette magnifique robe de haute couture très chère que vous portez en ce moment, vous l'avez choisie, mais vous ne l'avez pas payée. C'est Emma qui l'a fait. Elle l'a payée avec la carte de crédit d'entreprise qu'elle a en tant que PDG. La même carte qui a payé pour cette salle, ce traiteur, ces fleurs et chaque verre de champagne que vous avez bu ce soir. » Il a levé son téléphone, une image d'un relevé bancaire brillant sur l'écran. « Alors, vous voyez, dit-il, la voix adoucie, mais avec non moins d'impact, Emma n'est pas la femme de substitution. Emma est le pilier. Elle est toute la fondation sur laquelle le confort et la sécurité de cette famille reposent depuis des années. Elle l'a fait discrètement, sans demander de remerciements, parce qu'elle vous aimait. Elle n'a pas de chance de m'avoir décroché. Je suis l'homme le plus chanceux du monde parce qu'elle m'a choisi. Nous avons tous de la chance de l'avoir. » Il a posé le micro sur la table avec un bruit sourd, doux et final. Le silence qui suivit était une chose vivante, un rugissement assourdissant de vérité qui avait enfin été prononcé à voix haute. Ma mère se tenait là, figée, son visage un masque grotesque de cramoisie et de cendres, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son n'en sorte. Les suites ont été un chaos au ralenti. Le charme était rompu. Ma mère a finalement balbutié quelque chose, une tentative faible et pathétique de défense en prétextant un malentendu, mais les mots sont morts dans sa gorge alors qu'elle regardait les visages de ses amis, qui la fixaient maintenant avec un mélange de pitié et de dégoût. Pour la première fois de sa vie, mon père lui a tenu tête, il n'a pas crié. Il s'est juste approché de moi, les yeux remplis de larmes, et a dit « Emma, je suis tellement désolé, je suis si désolé. » C'était la première fois qu'il me choisissait. Chloé, quant à elle, a simplement disparu. Un instant, elle était là, une statue d'humiliation, et l'instant d'après, sa chaise était vide. Elle s'était éclipsée de la salle de bal, incapable d'affronter la nouvelle réalité. Le reste de la soirée a été flou.
L'artifice social soigneusement construit avait été anéanti. Mais quelque chose de merveilleux s'est produit. Le ton du mariage est passé de l'affaire guindée et prétentieuse de ma mère à une véritable célébration de ma personne. Invité après invité, la famille de Liam, mes amis, même certains membres de ma propre famille élargie, sont venus à notre table. Ils ne m'ont pas seulement félicité pour le mariage. Ils m'ont félicité pour Nexus Forge, pour mon génie, pour ma force tranquille. Ils me voyaient. Pour la première fois, ils me voyaient vraiment. Liam et moi ne sommes pas restés pour toute la réception. Ce n'était pas nécessaire. Nous avions fait passer notre message. Nous avons laissé les autres gérer les retombées, nous éclipsant par une porte latérale dans l'air frais de la nuit, main dans la main. Ce n'était pas une fuite, c'était une libération. Notre lune de miel a été 2 semaines de soleil, de sable et de paix bienheureuse et ininterrompue. Nous n'avons pas répondu à nos téléphones. À notre retour, le travail difficile a commencé. Il y a eu des appels téléphoniques en larmes, des lettres d'excuses. Je n'ai pas coupé les ponts avec ma famille, mais j'ai établi de nouvelles limites inébranlables. Le fleuve d'argent anonyme qui coulait à flot s'est tari. Je les aide toujours, mais c'est maintenant un choix conscient, un cadeau donné en toute connaissance de cause des 2 côtés, pas un droit acquis. Ma relation avec ma mère est changée à jamais. Elle n'est ni chaleureuse ni facile, mais elle est, pour la première fois, construite sur une base de respect. Elle ne voit plus la discrète, elle voit la femme qui détient les cartes. Et elle sait, tout comme mon père et ma sœur, que la paix n'est plus à moi de la maintenir, c'est à eux de la mériter. Avec le recul, la chose la plus incroyable que mon mari ait faite n'a pas été de dénoncer l'hypocrisie de ma famille. C'est qu'il a vu ma valeur bien avant que le monde ne la voie, bien avant même que je ne m'accorde moi-même toute ma valeur. Il ne s'est pas contenté de me défendre. Il m'a renvoyé le reflet de ma propre force jusqu'à ce que je n'aie d'autre choix que de la voir aussi. Donc, si vous êtes l'Emma de votre famille, celle qui est sous-estimée et ignorée, mon conseil est le suivant. Arrêtez d'attendre qu'il vous voie. Voyez-vous vous-même. Construisez votre propre monde, définissez votre propre succès et trouvez votre Liam, la personne qui n'a pas besoin d'un bilan comptable pour connaître votre valeur. Ne laissez jamais, au grand jamais, quelqu'un vous qualifier de bouche-trou dans votre propre vie. Si vous êtes d'accord, laissez un commentaire, cliquez sur le bouton d'abonnement et on se retrouve dans la prochaine histoire.